messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Face à l'actualité, une émission qui est là pour servir en fait la population de la République démocratique du Congo et précisément de la ville-province de Kinshasa. Mais aussi, c'est une émission non seulement d'actualité, mais qui touche tout le domaine en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons pour votre plaisir recevoir le docteur Jean-Jacques Mbou-Ngani. C'est l'ancien ministre de la Santé. Actuellement, il est député national élu sur la liste du mouvement de la libération du Congo MSC. On a abrégé pour ce faire. Je ne serai pas seul, je serai accompagné de Roski Misinga, à qui je dis bonsoir Roski et bienvenue. Bonsoir Ben Goy, bonsoir les amis fidèles et téléspectateurs de la chaîne Face Télévision. C'est là qui ont l'habitude de suivre Face à l'actualité. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous allons parler de la santé. Alors, si Ben Ngoy et Roski Misenga sont aujourd'hui devant vous pour vous parler, c'est parce que nous sommes en bonne santé, d'où l'importance de parler aussi de la santé. L'importance de parler santé, je vous ai dit d'entrée de jeu que je serai avec nous serons, avec le docteur Jean-Jacques Mbungani, lui qui était ministre de la Santé. Et c'est avec lui que nous allons parler santé, aujourd'hui député national. À qui nous disons également bonsoir docteur, bonsoir honorable. Comment vous aimez qu'on vous appelle? D'abord, je tiens d'abord à vous remercier pour l'invitation, à vous deux, Ben et Roski, pour l'intérêt que vous accordez à la santé des Congolais. Je vais bien, je viens ici prester pour répondre aux questions qui vont intéresser les auditeurs. Vous étiez ministre de la Santé. Si on vous demandait de nous faire un aperçu, une genèse de la santé en étant ministre et jusqu'au jour d'aujourd'hui, que sera votre réponse ou votre réaction? Bon, d'abord, j'aimerais dire d'entrée de jeu que le secteur de la santé est un secteur crucial en République démocratique du Congo. Vous savez qu'un pays comme le nôtre, avec plus de 100 millions d'habitants, la santé de cette population est importante pour le développement. Donc la santé est un indicateur de développement. Il faut investir pour la santé, ce qui est de mise dans notre pays depuis de longues années, crescendo, de manière progressive. L'État investit pour renforcer le système sanitaire dans notre pays. C'est pour ça que nous parlerons sûrement de la couverture santé universelle, parce que l'accès aux soins de santé pour tous de manière égalitaire, afin de permettre aux Congolais d'être en bonne santé, c'est d'aider le Congo à avancer. Vous avez été au ministère de la Santé. Votre passage au ministère de la Santé, quelles ont été les innovations? Qu'avez-vous apporté de plus? Quelles ont été les réformes que vous avez apportées au sein de ces ministères qui est parmi le grand ministère des survies, de vie, des vécus de notre République? Mais vous le dites aussi bien, c'est un méga ministère. Je tiens d'abord à remercier le chef de l'État pour l'honneur qu'il m'avait fait en me nommant lorsque j'étais ministre de la Santé dans le gouvernement Sama 1 pour permettre de contribuer au développement de notre pays. Et je tiens aussi à signaler que c'est un grand ministère avec un potentiel énorme, avec un investissement qui n'est que croissant. L'exercice dernier, avec un budget de 16 milliards de dollars, il y avait une part conséquente de plus de 11% en investissement sur la santé. Cette année, nous avons de la part de la communication de Madame la Première ministre que nous allons atteindre un budget national d'autour de 18 milliards. Nous savons également que la santé aura une grande part et qu'une partie, en tout cas considérable, sera allouée à la couverture santé universelle. Mais vous devez savoir que lorsqu'on est ministre de la Santé en RDC, qu'est-ce qu'il s'agit de quoi? Il s'agit de mener toute une politique pour l'amélioration à l'accès aux soins de santé des Congolais. Nous avons 2 points importants lorsqu'on avait le programme de gouvernement Sama 1 au niveau sanitaire. Nous avions d'abord la mise en place de la couverture santé universelle, qui était un des programmes phares de notre gouvernement. Également la lutte efficace contre les épidémies, les maladies, les urgences et catastrophes sanitaires. En ce qui consiste à la lutte contre les épidémies, nous avons eu à mettre fin
à la Covid-19. C'était, lors de mon époque, une bataille farouche avec toute l'équipe sanitaire pour finalement mettre en défaite cette pandémie qui, au niveau mondial, je vous rappelle que la pandémie Covid-19 a fait 7 millions de morts, qu'elle a fait plus de 770 millions de cas. Mais la RDC, on nous prédisait, et l'Afrique d'ailleurs, que le continent allait tomber en désuétude et en difficulté avec la Covid-19, mais nous avons bien résisté. Nous avons lutté efficacement contre 2 épisodes de maladie à virus Ebola, dans le Nord Kivu et dans la province de l'Équateur. Nous avons lutté contre l'épidémie de rougeole, de choléra et de la polio. Donc ce sont des faits énormes que nous avons marqués. Et nous avons aussi, pour la mise en place de cette CSU, donc la couverture santé universelle, il fallait qu'il y ait l'offre de soins. Quand les gens sont malades, ils doivent se présenter au niveau des hôpitaux, mais les hôpitaux qui sont capables de le recevoir. Donc il y a eu tout un travail pour réhabiliter, par exemple, et la reconstruction de l'hôpital Renaissance, ex-Mamaimo, de l'hôpital Kanchachi, de l'hôpital Jason Sendwe à Lubumbashi et de plusieurs centres de santé en milliers quasiment au niveau national dans le cadre du programme PDL 145 territoires. Donc je passe plusieurs actions qui ont été faites pour relancer le secteur de la santé. Il y a eu aussi, c'est important parce que la santé ne peut pas aller si les ressources humaines ne sont pas mises en contribution. Donc j'ai tout un plaidoyer, un travail avec les syndicats, parce que vous avez vu qu'il y a eu BIBOA 1, BIBOA 2, BIBOA 3, des accords pour l'amélioration des conditions de travail des médecins, en ce qui est des primes de risque. Lorsque j'étais là, il y a eu 5400 médecins, par exemple, qui ont accédé à la prime de risque professionnel, 1600 en 2021, 1600 également au deuxième trimestre 2022 et 2200 au quatrième trimestre 2022, ce qui fait 5400. Et il y a eu 1000 médecins qui ont eu accédé au salaire. Sans compter qu'il y a eu 13 464 médecins qui ont été admis sous statut. Donc les médecins avaient leur statut en fonction de leur niveau. Médecin directeur, médecin général plutôt, médecin chef de clinique ou médecin résident. Donc tous ces efforts, c'était lorsque nous étions là parce qu'il fallait que le personnel de santé soit rémunéré comme il faut. En dehors de médecins, les pros santé également, tous les infirmiers, les administratifs étaient pris en compte dans le cadre de l'amélioration de leurs émoluments, de leur salaire. Et là, j'ai demandé à Jean Condé, par illustration et les images que nous avons, déjà de commencer à balancer vos faits marquants. Vous avez eu à marquer ces ministères, en fait. Vous êtes parmi les ministres qui ont eu à bien travailler. Quelles ont été les difficultés que vous vous êtes rencontrés avec vous étiez en difficulté et ça vous a marqué. C'était quoi précisément? Parce qu'on vous a vu dans tous les champs, on vous a vu partout, et vous étiez là en train de pouvoir répondre aux exigences et aux attentes de la population congolaise. Bon, d'abord, j'aimerais rapidement dire que c'est la présence sur terrain, la proximité. Moi, j'avais l'habitude d'être sur terrain tous les jeudis. On appelait ça jeudi sur terrain. Moi également et la vice-ministre de l'époque qui était au ministère avec moi, nous faisions des descentes sur terrain, on visitait les hôpitaux, on allait même dans des centres de santé de Là, l'État. nous sommes en train de voir le centre de santé de Ngiri. Absolument, parce qu'il fallait voir et palper la réalité sur terrain. Vous savez, la CSU, la couverture santé universelle, veut du chef de l'État, pour qu'elle s'applique, il faut que l'exécutif, le ministre de la Santé, palpe des doigts ce qui se passe sur le terrain. Parce qu'au-delà de ce que j'ai dit tantôt, il fallait que la CSU bénéficie au moins de 5 agences qui l'accompagnent pour sa mise en œuvre. Je reviendrai quand il en sera question, mais il y a l'agence, il y avait le Fonds de promotion de santé, le Fonds de solidarité santé, et l'Agence nationale de l'ingénierie clinique et du numérique de la santé, et l'Institut national de la santé publique, et également l'autorité des régulations et de contrôle de la CSU. Toutes ces agences créées par décret du Premier ministre, mais c'était sous notre impulsion pour que cela puisse accompagner la couverture santé universelle. Sur terrain, il fallait descendre, rencontrer les malades, discuter,
encourager le personnel soignant à travailler dans le sens et la vision du chef de l'État. Travailler dans l'essence et la vision du chef de l'État. Maintenant, là, je veux passer la parole à Ruski Misenga. Je crois qu'il y a des questions quant à ce qui concerne d'abord le passage marquant ou les faits marquants du ministre au sein du ministère de la Santé publique. À vous la parole. Oui, merci beaucoup, Ben Ngoy. Monsieur le ministre, mais aussi honorable, acceptez au moins vos triples casquettes aujourd'hui. Merci. Jean-Jacques Mbougani, en quittant le ministère de la Santé, à quel niveau avez-vous laissé à votre successeur ces ministères? Mais d'abord, c'est une continuité. Moi-même, quand je suis arrivé, je trouvais un travail qui a été fait par mes prédécesseurs. J'ai pris ça à bras le corps pour accompagner la vision du gouvernement pour combattre les épidémies et pour la mise en œuvre de la couverture santé universelle. C'est que j'ai eu à le dire tantôt. Et l'actuel ministre continue dans le même élan pour l'application de cette couverture santé universelle et également empêcher le pays, éviter les épidémies. Je devrais dire un mot par rapport à cela. Vous avez vu que la couverture santé universelle actuellement évolue. Elle a été lancée en septembre 2023 ici officiellement, mais déjà a été déclinée lors du discours du chef de l'État du 30 juin 2022 lorsqu'il a parlé de la couverture santé universelle. En 2022, il y avait déjà, on peut dire, la phase initiale, la phase pilote qui avait commencé à Kinshasa, 9 zones de santé sur les 35 plus les 11 provinces. Et en 2023, ça a encore augmenté et maintenant, ça continue. C'est important de le dire, ça commence, ça s'implante et ça avance. Le pas d'ouverture de la couverture santé universelle, c'est la maternité gratuite que vous avez tous entendu, que vous suivez tous. Et cette maternité gratuite, elle est effective. À Kinshasa, c'est 20 000 naissances mensuelles, dont au moins 12 000 sont prises en charge dans le cadre de la maternité gratuite. Nous allons parler. Oui. Nous changeons maintenant pour parler du Conseil national de la couverture santé universelle. C'est un sujet où c'est une thématique qui a fait jaser, en fait, qui a fait beaucoup parler, dont les uns ont compris, les autres non. Et on n'a pas compris le système de la politique mise en place pour que cela puisse être effectif, une réussite. Qu'est-ce qui a motivé le président de la République, avec votre apport comme expert santé, de pouvoir mettre ces systèmes en République démocratique du Congo, un pays en voie de développement et qui avait des difficultés quant à ce qui concerne la santé? Non, d'abord, il faut dire qu'au niveau mondial, à travers l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le but est de permettre aux populations mondiales, générales, d'accéder aux soins de santé de manière égalitaire. C'est pour ça que le chef de l'État, dans sa vision de permettre aux Congolais d'accéder à des soins de santé de manière égalitaire, a poussé la mise en place de la couverture santé universelle ici en République démocratique du Congo. Je vous ai dit que c'était déjà dans son programme initial lorsqu'il a pris le pouvoir démocratiquement dans notre pays. Sa volonté s'est manifestée dans la volonté de sa vision, s'est manifestée dans le programme du gouvernement. Déjà en 2022, il a lancé l'idée de la maternité gratuite qui entre dans le cadre de la CSU et maintenant c'est en application. Que veut dire la couverture santé universelle? Voilà. Okay. La couverture santé universelle en RDC veut dire permettre à tous les ménages, à tous les Congolais d'accéder aux soins de santé, donc quand ils sont malades, de se faire soigner sans que cela impacte sur leurs finances. Okay. C'est-à-dire que vous pouvez aller voir des médecins, se soigner sans que vous vous appauvrissiez, sans que vous n'ayez plus le moyen de continuer à vivre. Voilà le concept que les gens doivent garder de la couverture santé universelle. Accéder à des traitements à l'hôpital, à se faire soigner, sans que vous puissiez vous appauvrir. Voilà, donc c'est vraiment l'idée de permettre à tous les Congolais, de tous les échelons de la société, d'accéder à des soins de santé. C'est primordial. C'est, comme je l'ai dit tantôt, c'est même une contribution
pour sauver l'équilibre financier des ménages, c'est également une contribution pour le développement de notre pays. Parce qu'un pays avec une population en bonne santé, c'est un pays qui va vers la voie du développement. Maintenant, l'application pour que cette couverture santé universelle se mette en place, au-delà de la volonté affichée du chef de l'État par sa vision, il y a des actes qui ont été notifiés. Le Premier ministre, le 24 avril 2022, le Premier ministre Samalou Kondé a pris un acte en signant 5 décrets mettant en place les 5 établissements publics que vous connaissez, l'autorité de régulation de la CSU, le Fonds de promotion santé, le Fonds de solidarité santé, l'Institut national de santé publique et également l'Agence nationale d'ingénierie clinique et du numérique. Ces 5 agences sont là pour faire avancer la couverture santé universelle. Mais avant cela, il y a eu le Conseil national de la CSU qui a été mis en place en juin 2021 par ordonnance du chef de l'État et également le plan stratégique national de la CSU qui a permis cette mise en place de la couverture santé universelle. Donc il y a eu tout un mécanisme juridique, administratif, tant par le chef de l'État et le Premier ministre, pour que la couverture santé universelle prenne son envol. C'est ce qui est le cas maintenant. Oui. Oui, docteur, à vous entendre parler, quand vous parlez de la couverture santé universelle, on sous-entend qu'il y a la prise en charge de plusieurs maladies. Mais la population a l'impression que quand on parle de la couverture santé universelle en République démocratique du Congo, c'est comme si c'est la gratuité de la maternité et qui est considérée et non le reste. Vous qui étiez à la commande, qu'est-ce que vous avez prévu en instaurant ou en pensant déjà à la mise en pratique de la couverture santé universelle? C'est un programme qui demande beaucoup de ressources. Donc, on commence d'abord par un pan de cette couverture santé universelle. Si déjà l'accès à la maternité gratuite et la prise en charge du petit bébé jusqu'à 1 mois est prise en charge par l'État, c'est considérable. Vous devez savoir que le projet pilote en 2022 a coûté autour de 10 millions de dollars pour voir comment est-ce qu'elle allait fonctionner. Et qu'en 2023, l'État a fait un effort en mettant autour de 42 millions de dollars pour accompagner cette couverture santé universelle. Mais c'est programmatique, c'est crescendo. Ça dépend du budget national. Je crois savoir que pour les 5 prochaines années, selon mes calculs, je ne suis pas loin de ce qui reflète le ministère de tutelle, nous devons penser à autour de 200 millions de dollars l'an pour la gratuité de la maternité sur toute l'étendue du territoire. Mais petit à petit, ça s'appelle des paquets qui sont pris en charge par l'État, parce que c'est quoi, par exemple, la maternité gratuite? Ce sont des prestations qui sont faites par des structures qui sont habilitées à le faire, mais après, l'État paye pour les populations bénéficiaires. Et la couverture santé universelle en question, docteur Jacques Mpungani, est-ce que les Congolais lambda, comprennent au moins ce que c'est la couverture santé universelle? Si vous pouvez leur expliquer en langage facile, même se permettre aussi de parler à Lingala, question de faire comprendre à ceux qui nous suivent. Parce qu'il y en a qui m'ont demandé, comme vous recevez le docteur Jean-Jacques Bungani, est-ce que vous pouvez lui demander de nous expliquer d'abord c'est quoi la couverture santé universelle en langage facile quinois, pour que et langage facile congolais, bien sûr. Une maman qui n'a pas fait l'école puisse au moins comprendre l'importance de la couverture santé universelle. Vous avez posé 2 choses. Définir la couverture santé universelle, oui, et parler de son importance. Oui, d'accord. La couverture santé universelle, c'est un programme du président de la République, selon sa vision pour nous les Congolais, pour que chaque citoyen puisse se faire soigner gratuitement s'il a des soucis de santé. C'est ça, l'accès aux soins de santé de manière égalitaire, accessible à tous. Si je dois parler dans notre langue, en lingala pour la meilleure compréhension,
makanisi ya mokonzi ya mboka oyo ya type politique oyo ya couverture santé universelle eza te po te moto oyo aza na bokono esengeli akende hôpital po te akoka kozwa lisungi oyo ya bahôpital oyo ya leta to bahôpital oyo leta aponi akoka kozala na pasi ya mosolo te mpona kofuta basoin na ye. Je crois que les gens vont comprendre. C'est aider la population à améliorer sa qualité de vie, à améliorer ses soins, mais sans que azalana kokoso ya kofuta ba consultation. Yango na ebandeli comme eza programme monene ebandeli to bandi l'état bandi nano makasi na programme oyo ya kobota ofele. Kobota ofele pe kolanda mwana bébé ti na mbula il y a 1 an. Il y a 1 mois, pardon. Tinamboula, il y a 1 mois. Donc, programme, il y a Roboto Félé, puis suivi, il y a bébé, dans âge, il y a 1 mois. Ou on a surtout, ti au zemi ekoti, ba consultation, kolanda maman, kobota, ezaka kobota ya normal, ezaka kobota ya ripasso, ya césarienne, ti moi na recommande 1 mois, ils a pris en charge na gouvernement, na l'État, à travers Fonds et la solidarité santé. Au moment où vous quittez le ministère de la Santé, le docteur Jean-Jacques Mbungani, à combien de pourcentage avez-vous laissé les taux d'exécution de la couverture santé universelle? Et actuellement, avec votre successeur, c'est déjà à combien de pourcents aussi? Mais c'est une redite. Oui. C'est une redite. J'ai dit qu'en 2022, l'idée était dans la phase pilote. C'est-à-dire, c'était tout au début avec un investissement de 10 millions de dollars sur la ville-province de Kinshasa et 11 provinces de la République. Et actuellement, il y a la mise en effectivité de la couverture santé universelle depuis septembre 2023. Donc, nous sommes encore au début. Les provinces s'ajoutent. Il y a le Sud Kivu, il y a le Congo central, il y a le Kassai oriental, il y a le Sud du Bangui, il y a le Haut-Katanga, plusieurs provinces qui sont en phase pilote. Vous devez savoir que toutes les provinces, d'abord, comme je viens de le dire, ne font pas de la gratuité. Il y a quelques provinces qui font la gratuité, et ça va augmenter progressivement. Et même dans les provinces qui font la gratuité, ce n'est pas toutes les zones de santé qui font la gratuité. Donc, c'est un processus qui est en cours. On ne parle pas encore de taux d'exécution, on parle plutôt de taux d'amélioration de la couverture santé universelle au niveau national. Il y a des gros défis. Il y a des gros défis, vous devez savoir. Mettre en place la couverture santé universelle, mettre en place la gratuité de la maternité, comme c'est en train de faire, il y a des gros défis, mais petit à petit, le gouvernement s'attelle à corriger et à améliorer cette prise en charge. Docteur, monsieur l'honorable, s'il faudrait, permettez-moi d'appeler ainsi, avez-vous bien pensé ou bien imaginé en commençant avec la couverture santé universelle, avec la gratuité de la maternité, en lieu et place de pouvoir sûrement toucher là où ça fait mal, la malaria. Oui. Les petites maladies qui nous amènent aujourd'hui beaucoup de cas de mortalité. Et vous commencez par là pour descendre, en fait. Bon, pas pour descendre ou encore pour rester, parce que je ne sais pas mettre l'accouchement plus bas que la malaria. Non, ça je ne sais pas. C'est la malaria qui tue plus. Mais la malaria est en train de tuer. Et puis après, en dehors de la malaria, il y a des infections de tout genre que nous avons vues, que nous connaissons, que vous connaissez également parce que vous êtes docteur. Il y a plusieurs maladies. Il y a la saleté qui ne cesse de nous amener de moustiques et autres. Vous avez jeté votre dévolu, en fait, votre premier filet du côté de la maternité, alors que la malaria et les autres maladies également touchent. Commençons. Il a fallu commencer par là et puis descendre. Ou encore, c'est par manque de moyens que vous êtes dit, bon, comme la maternité, c'est chaque 9 mois, on attend. Hein, dans 5 ans, c'est 3 fois 9 mois. Donc. Non, pas du tout. D'abord, je vous remercie parce que c'est vraiment un questionnement qui intéresse le grand nombre de vos auditeurs. Okay. Non, il fallait commencer par la gratuité de la maternité, parce que la maternité, c'est la vie. C'est le renouvellement de notre population. Donc, on ne peut pas négliger l'acte d'accouchement qui renouvelle notre population. Vous devez connaître les chiffres. À Kinshasa, c'est 20 000 accouchements par mois.
c'est pas peu. Et soulager notre population en leur enlevant les frais relatifs aux accouchements et à la maternité, c'est leur apporter quelque chose de considérable. Comme j'ai dit, le renouvellement de la société, l'amélioration des soins de santé, c'est demain contribuer au développement de notre pays. Certes, le paludisme, qui est une des maladies dangereuses et tueuses au monde, pour votre public, vous devez savoir que le paludisme, c'est 247 millions de cas au niveau mondial. Les chiffres consolidés de 2022, c'est 234 millions de cas au niveau africain. Et c'est 27 millions de cas de la RDC. Donc, c'est considérable. La première cause de morbimortalité en RDC, c'est bien le paludisme, la malaria, qui est là-dedans, raison pour laquelle il y a tout un programme de lutte contre le paludisme dans notre pays, où on favorise l'accès au traitement contre cette maladie, à l'usage des moustiquaires imprégnés, et maintenant aussi l'introduction du vaccin contre le paludisme qui va commencer dans le Congo central dans les semaines qui vont à venir. Tout ça, c'est une politique nationale pour baisser cette maladie. Mais dans le cadre de la prise en charge de la société, dans le cadre de la CSU, le gouvernement, depuis déjà l'arrivée du chef de l'État, nous avons pensé à pousser la maternité gratuite, qui est un très bon programme qui permet aux mères, aux femmes enceintes d'accoucher dans des meilleures conditions et sans que cela impacte sur les finances. Parlons de la balle d'essai au Congo central pour le paludisme, s'il faudrait être là. Et puis après, nous allons continuer parce que ça fait partie du moins de vos prérogatives, vous qui êtes docteur. On va essayer avec le paludisme, avec le RVH, je crois. C'est ça le médicament, si je ne me trompe pas. C'est le R21 bar Matrix M. Ok, Matrix M. Ok, merci docteur. Effectivement, j'ai un docteur devant moi. On commence avec une balle d'essai au Congo central. Vous n'allez pas contredire ma pensée. Lorsque l'on a demandé à ce que l'on ait le médicament pour les Covid, il y a eu un tas de problèmes. Disons que ce sont des produits que vous injectez pour pouvoir tuer la population et autres. Mais aujourd'hui, on commence au Congo central. Il y a déjà eu d'autres nations, soit en Afrique ou dans le monde, qui ont déjà eu à expérimenter ces produits et quels ont été les résultats pour que nous également, nous puissions nous dire oui, nous sommes à mesure de prendre et d'essayer ces produits dans telle zone où nous trouvons qu'il y a beaucoup plus de cas du paludisme. D'abord, je dois vous dire que l'initiative du gouvernement de commander les vaccins contre le paludisme est louable. Nous ne sommes pas le premier. Il y a plusieurs pays. Il y a le Cameroun, par exemple. Il y a d'autres pays, le Nigeria, qui ont déjà fait des essais dans le traitement de paludisme en y ajoutant la vaccination avec des bons résultats. Voilà pourquoi est-ce que la RDC, qui suit les recommandations de l'OMS, aussi pour protéger sa population, accède à cette vaccination. Mais pour aller dans le sens de votre question, lorsque moi j'étais ministre, nous avons mis en place toute une cellule de communication pour lutter contre les fake news, pour que la population comprenne l'intérêt de la vaccination. Ça s'appelle vraiment donc, tout un programme de lutte contre les infodémies, donc contre les fake news. C'est important. C'est vrai qu'il y a des réticences lors de la Covid. On avait parlé que les vaccins pouvaient induire telles complications et cela a créé une réticence. Mais aujourd'hui, parce qu'il faut lutter contre les mortalités dues au paludisme, parce qu'il faut protéger les populations vulnérables, vous savez que ce sont les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans qui sont les plus vulnérables, contribuer à les protéger, c'est louable. Et il faut que le gouvernement, à travers le ministère de tutelle, fasse cette communication efficace pour atteindre la cible en leur expliquant l'intérêt de la vaccination.
Jean Condé, je veux devoir aller auprès de vous pour pouvoir nous balancer une vidéo. Le temps pour nous de pouvoir souffler un peu avec notre invité, le ministre honoraire de la Santé aujourd'hui, député national, lui qui est en train de pouvoir nous donner l'essentiel, de nous expliquer le fonctionnement de la prise en charge de malades, mais d'une manière universelle, avec le programme mis en place par le président de la République, chef de l'État, mais aussi avec tout son gouvernement qui ont eu à pouvoir, eux, membres du gouvernement bien sûr, qui ont eu à pouvoir nous faire montre de leur savoir-faire. Suivons en fait cet élément, allais-je dire, et puis après nous allons revenir pour continuer notre émission. De l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est que nous prenons en charge tout nouveau-né sans que les parents puissent payer les moindres coûts de frais. Et là, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment applaudir au chef de l'État parce que ça n'a pas existé il y a très longtemps. Les frais de soins néonataux sont couverts par la couverture santé universelle. Je suis heureux d'annoncer le lancement du programme de gratuité des accouchements dans la ville de Kinshasa. Ezalakisi, ezalaba examen utokofuta te. Edofuta mbongo te tosepeli papa nzambe papa mbongo. Mais au misaya libela na libela seko na seko. Mato boende to luka te papa. Ya kutata bazo bazebi bakira hôpital de ba confinement. 10 000 francs. Mobana ngakende musala. Donc na seketa ki makasi pour na yebi ke césarienne da basala nga awa to sala ba singo ba 7 mois awa pona kozanga mbongo bana bakomo nguluma bakomo binga ba docteur ya ba papa mais tant na ye awa na moni bakomi maternité ofeli nga kanti ka kobota normal na tala pe boy o césarienne ofeli na bangi na bio ba okosa na kepe docteur asali ba yambi nga pe basengelo te tina nde na boti nga biko o wa kosenga mbongo to pe boy lo te. Donc, il y a des transports. C'est les transports, les acquis de pandémie kala. En fait, aujourd'hui, le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, représenté par la vice-ministre ici présente, moi-même ainsi qu'une forte délégation des membres du ministère, nous avons tenu à visiter toutes les structures sanitaires, en tout cas de King Est, qui contribuent à la gratuité de l'accouchement, ainsi que les consultations prénatales et postnatales. Il est important parce que vous savez que depuis le 30 juin, le chef d'État a promis à la population congolaise, en commençant par Kinshasa, la gratuité de l'accouchement ainsi que des consultations avant la naissance et après la naissance. Makamundanga nyonso eza gratuit. Échographie ya ofele ndelo kwezolekela nga. Échographie ofele. Mbote ngai maman Judith na sepeli kopesa témoignage oyo aussi parce que kobota awa ezalaki vraiment na ba difficulté ya makambo ebele. Ezalaki soko oza na mbongo te muto okipe aza te. Ezalaki même mpo baminganga bayamba yo donc bakoyamba te so bamoni oza na mbongo te. Kobanda lelo na ye nayaki kobanda kilo na ye bayambinga ya ofele donc bazoyambanga na esengo nyonso bayambinga batindinga nasala baexamen nasali baexamen ya ofele esuki wana te nake na pharmacie babimisenga bakisi ya ofele esuki wana te bapesinga moye échographie na koti échographie ya ofele nde eloko ezolekela nga échographie ofele en plus ozokota bazoyamba na esengo moko boye mais na kala jamais na mbongo to bando ofuta atozangi 1000 francs moto oyamba ozala te fo kokisa kaka mbongo wana epite papa soki awuti na lola soki awuti nde wapa yosala biso ngolu oyo en tout cas naza vraiment na esengo moko boye yango nasengi na papa nanga fanda no na kiti wana fanda no wana loka na bota tre donc okofanda na timu kolonga na sobota nde yo telemi merci beaucoup mpona kala ezalaki atoboti prématuré so oza na mbongo te moto okipe aza te mais awa obota prématuré no kozala bien gate ozala na ka ya césarienne bakoyamba yo vraiment à l'aise de ka nyonso kozala nango ndenge ozoya ndenge docteur azoyamba na esengo to apeso da premier soin to bazoyamba biso vraiment kitoko en tout cas papa nanga nzambe apambola na misala osali vraiment musala oyo depuis na kola na miyeba ke naza mutu
non namona faveur oyo te. Faveur na makambo nyonso na ye gratuit, makambo na nga nyonso eza gratuit. Donc nde naza awa moto odérange nga te, moto osenga nga eloko te, mais papa na nga fanda no. Vous venez là de suivre cette vidéo qui a parlé d'elle-même avec le docteur Jean-Jacques Mbongani. Mais très cher docteur, j'ai l'impression que vous étiez un ministre de terrain. Vous faisiez j'aime cette politique-là que faisait Barack Obama, de porte en porte. Il allait vraiment vers la population, vers ses électeurs, pour leur expliquer les choses, pour leur parler. Je vois que les remerciements allaient dans ce sens, c'est parce que vous étiez toujours avec soit les corps médical, soit le corps malade. Là, on comprend. C'était quoi cette envie, cette volonté de descente? C'était quoi? Vous étiez animé par quoi? C'est ça vraiment ma question. Mais d'abord, je pense que j'étais animé par la volonté de mieux gérer le secteur. Okay. Et pour ce faire, il fallait être aux côtés des malades, les écouter, et aussi aux côtés des acteurs du secteur, donc les médecins, les infirmiers, les administratifs. Comme je l'ai dit au début de l'émission, chaque jeudi, je faisais la ronde des structures sanitaires pour discuter et voir de visu le taux de réalisation de ce qui était à réaliser au niveau de chaque hôpital. Okay. Et c'est important. Ça m'a permis d'écouter au-delà du rapport que j'avais sur mon bureau. J'ai pu aller voir les femmes enceintes, les petits-enfants, les nourrissons, les malades âgés, les handicapés. J'ai été même voir les personnes avec des handicaps au niveau moteur, physique et psychologique dans plusieurs structures. Et c'était important d'être aux côtés de ces personnes, aux côtés de tout ça, donc les malades et les médecins et les infirmiers, pour une meilleure gestion du secteur. Travail abattu pendant un temps? Satisfait? Pendant 2 ans. Pendant 2 ans. Pendant 2 ans, là c'est pour une précision, car le docteur est vraiment observateur. Il observe, il écoute, c'est un docteur qui a eu à faire bien son travail. Satisfait d'avoir été dans ces ministères de la Santé? Première manche de questions. La deuxième manche serait une situation générale de la santé en République démocratique du Congo. Comment pouvez-vous coter ça ou noter ça? Parce que vous étiez ministre national de la Santé. Et puis une troisième petite question, et puis je passerai la parole à Roski. Êtes-vous en contact ou en échange avec le ministre actuel de la Santé quand on sait qu'en République démocratique du Congo, c'est devenu une maladie, que lorsqu'un ministre quitte le ministère avec son prédécesseur, il n'y a pas de contact? Ben, je vais vous dire d'abord... son successeur. Je dois d'abord dire qu'à titre personnel, ma contribution au gouvernement comme ministre de la Santé, c'est un acte patriotique. On n'est pas ministre pour venir avoir des galons, ni pour être remercié. C'est plutôt un engagement pour l'amélioration de la vie de nos concitoyens. Et moi, je fais ma part et j'ai rencontré également un grand nombre de collaborateurs qui ont contribué à ce qui a été fait lors de mon passage. Je vous ai rapidement cité les actions menées pour contribuer à la couverture santé universelle, pour lutter contre les épidémies, pour améliorer les infrastructures sanitaires dans notre pays. Mais après moi, la succession a continué. Mon successeur contribue dans la vision du chef de l'État. Donc ça, c'était important. Vous savez, un système de santé a des indicateurs, comme la vaccination, par exemple, qui est un des grands indicateurs. Lorsque j'étais au gouvernement, nous avons laissé le taux de vaccination planer autour de 44% de tous les antigènes, donc c'est-à-dire la couverture vaccinale de la population était autour de 44%. Ce qui était un chiffre qui est vraiment acceptable, mais qu'il faut
améliorée. Ce sont des tels efforts que nous montrons à la population et que la succession suit, parce que nous travaillons dans la même vision pour aider la population. C'est dans ce même élan que la collaboration existe. C'est-à-dire que lorsque l'on quitte le gouvernement, par exemple, dans mon cas, je suis maintenant député national, j'ai un rôle qui est différent, c'est-à-dire je suis le relais des attentes de la population, donc je regarde et j'ai fait des propositions, j'émets des conseils et je peux faire des alertes pour aider, en tout cas ceux qui ont succédé, à faire le travail convenablement. D'ailleurs, pour le moment, je puis dire que nous observons les choses telles qu'elles avancent et nous encourageons parce qu'il y a des gros défis qui sont devant. Il y a énormément d'épidémies. Vous avez entendu parler du monkeypox avec des chiffres qui augmentent de manière vertigineuse. Donc il faut un intérêt accru pour surveiller cette épidémie. Il y a la rougeole qui ne cesse de prendre les vies de nos enfants de moins de 5 ans. Il y a le choléra qui augmente à cause des difficultés d'accès à l'eau potable au niveau national. Il y a tous les autres défis pour dire que nous sommes là pour conseiller ceux qui nous ont remplacés afin qu'ils travaillent au mieux pour le bénéfice de la population. Moi, je vais parler plutôt de notre troisième thématique, qui est de la gratuité de la maternité. Docteur Jean-Jacques Mbongani, parlons maintenant de la gratuité de la maternité. En toute franchise. Et pour que ceux-là qui nous suivent comprennent réellement la gratuité de la maternité. Parce que s'il faut parler de la gratuité de la maternité, Jean-Jacques Mbongani fait partie de ceux-là ou des pionniers. En pensant matérialiser cette vision du chef de l'État, est-ce que vous avez fait d'abord une remise à niveau du personnel qui devait assurer l'application de la gratuité de la maternité, le docteur Jean-Jacques Mbongani? La gratuité de la maternité, pour que tout le monde soit à niveau, elle est effective ici en RDC, surtout ici dans la ville-province de Kinshasa. Elle a commencé depuis 2022, en juin 2022, lancée par le chef de l'État. Elle a pris vraiment son envol en septembre 2023. Elle est effective. Mais il faut quand même dire les choses comme ça se passe. Une ville-province comme Kinshasa, qui a 20 000 accouchements mensuels, nous avons lu des rapports qui indiquent que nous avons que 58% des personnes qui bénéficient de cette gratuité de la maternité. On appelle en Lingala Kobota Ofele. 58%, ça fait autour de 12 000 femmes qui accouchent gratuitement dans le cadre de ce programme. Nous avons aussi remarqué que nous sommes autour de 320 établissements qui ont signé avec le Fonds de solidarité santé pour faire de la maternité gratuite. Nous comptons au total 1300 établissements sanitaires ici à Kinshasa. Tous les établissements qui font de la maternité, malheureusement, n'ont pas le même niveau de prestation. Là, j'arrive vraiment au cœur de votre préoccupation. Il y a des maternités qui font vraiment leur travail où il y a moins de risques. Il y a des structures qui font également, mais nous constatons que la qualité des soins n'est pas à niveau. D'où il faut, au niveau du ministère, ce qui se fait d'ailleurs, une surveillance accrue de toutes les structures qui font la gratuité de la maternité pour vérifier si toutes ces structures sont à niveau, si la qualité des soins prestés sont des qualités requises. Parce que, de l'autre côté, nous devons tout faire pour diminuer le taux de mortalité maternelle et le taux de mortalité néonatale. Les chiffres que je vais dire maintenant sont à considérer. Nous avons autour de 1000 femmes qui meurent sur 100 000 naissances vivantes. C'est-à-dire 1000 femmes sur 100 000 qui accouchent
des enfants en vie, 1000 décèdent. Ce sont des chiffres énormes. Ça, c'est la mortalité maternelle. Nous avons la mortalité néonatale, c'est-à-dire sur 1000 femmes sur 10 000 qui accouchent perdent leur bébé à l'accouchement. Donc, tous ces chiffres sont à mettre en compte de la qualité des soins. C'est énorme. Mais le combat du gouvernement et du ministère sectoriel, c'est de tout faire pour diminuer ce taux de mortalité en permettant une qualité de soins qui soit impeccable pour qu'on diminue le taux de mortalité tant des bébés à la naissance, tant des femmes à l'accouchement. C'est ça le rôle qui est actuel, diminuer le taux de mortalité. Et pour y arriver, il y a un investissement qui se fait et doit être encore pérennisé, c'est augmenter les équipements, le matériel nécessaire pour que les accouchements se fassent correctement. Donc des kits de césarienne, les médicaments essentiels à la gratuité. Il y a aussi la prise en charge efficace et efficiente du personnel. Vous savez, un personnel qui est bien payé preste correctement également son travail. Donc, c'est un gros défi, il y a une grande volonté, il y a quelques complications que je viens de citer, et cela est endigué par la volonté en augmentant les investissements au niveau du matériel et des équipements au niveau des hôpitaux, en augmentant l'accès aux médicaments essentiels pour la gratuité, en améliorant la paye des prestations, les prestations de la maternité par le Fonds de solidarité santé et également la paye générale des prestataires de la santé. Docteur, ma question est celle-ci. Il est dit en latin accessorium sui quintur principali. L'accessoire suit le principal. Si l'accouchement et l'accessoire, le principal serait les installations, les matériels, et le plateau technique, et le bloc opératoire, tout ça mis ensemble. Comment vous n'avez pas commencé par penser à ça pour lancer la gratuité, mais vous lancez la gratuité et vous constatez sur terrain? Non, il ne faut pas dire qu'on constate sur terrain. Je vous ai dit qu'il y a 320 établissements qui ont signé pour la gratuité. Et vous avez vérifié s'ils avaient tout le matériel. Ce sont des établissements éligibles. Okay. Ce sont des établissements qui sont à niveau, qui entrent dans le critérium pour faire de la gratuité. Il y a 1300, sinon on aurait pris les 1300 pour faire de la gratuité. On prend des établissements éligibles. Mais il faut quand même dire la réalité sur terrain. Parmi les établissements éligibles, il y en a qui ont des niveaux divers. Et c'est un effort qui doit être fait pour le renforcement des capacités, des prestations, là où il y a quelques faiblesses. Permettez, Ben Goy. Docteur, il y en a qui déplorent aussi le fait que, surtout les femmes qui se rendent dans les hôpitaux et centres de santé qui sont retenus, d'abord, quels ont été les critères pour retenir, par exemple, le centre de santé privé, mais aussi les hôpitaux que vous avez choisis? Est-ce qu'il y avait des critères pour être retenu? Mais également, la deuxième question, docteur, permettez, comme nous courons derrière le temps, il y a les femmes qui disent que lorsqu'elles se rendent là-bas, dans les hôpitaux, elles sont des fois négligées car les médecins et ceux qui sont censés les prendre en charge disent que nous ne sommes pas payés. Est-ce que ces femmes-là qui nous suivent aujourd'hui doivent-elles continuer à faire confiance à la gratuité de la maternité? Je commencerai par le dernier point de la question. Oui, elle doit faire confiance au programme de la maternité. Le ministère de la Santé a même mis en place un numéro vert, numéro 151, où tout quidam, tout citoyen peut dénoncer s'il y a des abus par rapport à l'accès aux soins de santé gratuits. Ça, c'est... j'ai suivi d'ailleurs la prestation du ministre dernièrement qui s'est exprimé à ce sujet. Donc, il n'y a pas à craindre. L'accès aux soins de santé dans les hôpitaux retenus pour cette prestation de gratuité est effective. Nous l'avons matérialisé. Ici, le problème, c'est que
Quand on a décidé la mise en place de ce programme, les critères en sont édictés par le ministère de la Santé. C'est pour ça que je vous ai dit que certains hôpitaux ont été retenus, d'autres pas, parce qu'il faut arriver à niveau. Et ceux qui ont été retenus le font. Mais nous devons suivre parce que certaines structures privées ne sont pas des structures de l'État, n'ont pas bénéficié forcément de l'accompagnement de l'État dans la formation, dans la qualité de la prestation, d'où un contrôle régulier d'ailleurs du Fonds de solidarité santé, de l'Inspection générale de la santé, des inspections provinciaux de la santé qui sont obligés de passer pour voir si le travail se fait normalement. Docteur, êtes-vous satisfait du niveau actuel de la médecine en République démocratique du Congo? Quand je parle médecine, c'est le niveau de traitement, le niveau de rendement de service, le niveau de prestation, s'il faudrait rester ainsi, ou faudrait aller encore plus loin du niveau de nos installations qui prennent en charge le malade et surtout celle qui accouche. Moi, je vous dirais que je suis plutôt conscient qu'il faut vraiment un renforcement de notre système de santé. Ce qui est un peu le cas dans plusieurs pays du monde. Nous devons, ce qui est fait déjà depuis au sein du gouvernement, lorsque moi j'étais ministre et maintenant, augmenter l'investissement au niveau du système de santé parce qu'il y a des indicateurs qui démontrent qu'il faille investir pour améliorer l'accès de soins, l'accès à la santé pour la population. Nous devons investir encore dans les installations sanitaires, nous devons investir encore et encore plus dans le renforcement des capacités du matériel et des équipements médicaux. Nous devons investir encore dans la formation des prestataires et nous devons en tout cas améliorer, si pas stabiliser, la paye des acteurs de la santé. Docteur, nous sommes arrivés à la fin. Moi, j'aimerais que vous puissiez regarder votre caméra. Et dans celle-là, vous allez passer votre message. Ou encore, vous aurez dû dire quelque chose dont nous n'avons pas posé comme question. Vous êtes appelé maintenant à pouvoir le faire devant la caméra. Car nous savons bien que ça peut être la dernière fois de vous recevoir. Mais pour aujourd'hui, au moins, je vous demanderai de faire un message à tous ceux-là qui vous ont suivi. D'abord, je tiens à vous remercier pour l'invitation parce qu'on a eu à échanger sur la situation sanitaire de notre pays et de dire à la population congolaise qui nous suit qu'aujourd'hui, c'est le 2 août 2024, journée commémorative et du lancement du Génocauste, qui nous rappelle le génocide congolais. Nous sommes un pays meurtri par la guerre, par les agressions. On vole les vies de nos compatriotes à l'est de la République et nous devons garder ça en mémoire. Nous devons rester solidaires, accompagner le gouvernement dans cette volonté de rétablir la paix sur toute l'étendue du territoire et de protéger l'intégrité de notre nation. C'est capital, restons unis parce qu'il y a un danger certain qui guette à la porte de la RDC, mais ensemble, nous resterons forts et unis, nous réussirons à protéger notre pays, notre peuple. Voilà le mot de la fin. Ensemble, nous allons rester unis, comme dit le docteur Jean-Jacques Mbungani, qui était notre invité de ce jour. Nous étions très heureux de pouvoir partager ces plateaux, comme d'habitude avec Roski Misenga. Merci à toi, Roski. Merci, Ben Goy. Et quant à moi, je remercie toute l'équipe qui m'a accompagné, Songlar Mantambi, Jean Mbadou Kondé, j'oublie pas le directeur général de FAS Télévision, lui c'est Fred Abala et la directrice des infos de FAS Télévision, Charlène Makuta. Quant à moi, je vais vous retrouver très vite avec le même plaisir de vous servir. Entre-temps, le programme continue sur FAS Télévision et ne zappez pas.